si Omar Haddad est renvoyé devant la cour d'assises pour meurtre, c'est-à-dire meurtre sans préméditation et non pas assassinat, nécessairement Omar Haddad, si c'est lui le coupable, aurait dû laisser des empreintes digitales dans cette cave. Or, l'enquête ne révèle même pas que l'on ait trouvé des empreintes digitales d'Omar Haddad dans cette cave. De preuves matérielles, je vous ai dit, il n'y en a pas. Enfin, c'est assez clair. Il n'y a pas d'empreinte de M. Haddad, il n'y a rien de matériel. Les personnes qui ont découvert le corps de Mme Marshall sont des gendarmes, que ces gendarmes ont pris toutes les précautions pour ne laisser aucune de leurs propres empreintes digitales sur tout ce qu'ils touchaient. Il est inimaginable que l'on n'ait pas retrouvé d'empreintes digitales dans cette cave, qu'elles soient attribuables à Omar Haddad ou à quelqu'un d'autre. D'empreintes à l'intérieur, si cette dame est entrée, donc elle a ouvert la porte de l'extérieur, elle a très bien pu laisser la porte ouverte le temps qu'elle aille faire ses occupations dans la cave, et la porte de l'extérieur, si c'est elle qui l'a repoussée, elle a très bien pu la pousser du plat de la main ou n'importe quoi sans la prendre vraiment dans ses mains pour la refermer. Bon, écoutez, là, je crois que c'est un faux débat. C'est peut-être des excuses quelque part, parce que c'est vrai qu'il y a eu des manques. Mais vous savez, dans tous les dossiers criminels, on tombe sur des manques, parce que personne n'est parfait et qu'on peut se tromper. Le problème, c'est de le reconnaître, je crois. Et ça, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'on a tendance à se dire qu'on détient toujours la vérité. Mais je crois que les gendarmes n'avaient peut-être pas leur laboratoire, leur propre laboratoire, mais ils savaient très bien qu'il y avait les laboratoires de police scientifique qui disposaient, eux, du matériel et des compétences. Et surtout, des empreintes digitales se trouvant sur un élément fondamental de la théorie de l'accusation doivent être exploitées dans les premiers temps. Et je dirais d'ailleurs que c'est au fur et à mesure que l'instruction avance que l'on se pose la question de savoir quels éléments vont être ou non exploités par l'accusation ou par la défense. Mais ce qui est nécessaire, c'est que ces éléments-là se trouvent dans le dossier pour être exploités. Est-ce que vous pensez qu'il est possible, à partir du moment où certaines pièces ont été détruites, il est possible que des pièces comme, je ne sais pas, des relevés d'empreintes, par exemple, ne soient pas transmis à la justice? Est-ce que ça peut arriver, ça? Je pense que ça peut arriver. Si ça arrive, c'est grave. Si ça arrive, c'est grave. Mais je pense qu'effectivement, ça peut être envisagé. Les enquêteurs saisissent des éléments aux fins d'exploitation dans le cadre de l'enquête. Ces éléments vont être exploités et parce que, d'après les enquêteurs, ces éléments n'ont aucune importance pour l'enquête, on va les détruire. Je prends l'exemple d'un appareil photographique qui a été découvert sur un guéridon du salon de Mme Marshall, appareil photographique contenant une pellicule usagée à hauteur de quelques clichés, lequel appareil photographique a été saisi, les pellicules ont été développées et les gendarmes ont indiqué téléphoniquement au juge d'instruction que les clichés n'avaient aucun rapport avec l'enquête et le juge d'instruction, sans avoir même examiné ces photographies, a, sur les seules affirmations des gendarmes, ordonné ou autorisé la destruction à la fois des tirages et des négatifs. Mais au nom de quoi peut-on me dire, on nous dit à la demande de la famille, mais en quoi avait-on à se soumettre à la demande de la famille? Là encore, il y a quelque chose d'exorbitant. Je dis, on est dans un domaine où la famille a certainement des droits moraux, mais elle n'a pas le droit d'influer sur la justice, de demander la disparition du cadavre et de demander la disparition dans un appareil photographique des pellicules qui pouvaient être intéressantes. On nous dit, ce n'était pas intéressant, mais qui peut nous le dire? Car j'ai le droit de le dire, dans la mesure où je suis privé, moi, de l'examen de ces photographies, et peut-être la nécessité dans laquelle on s'est trouvé d'occulter des éléments de la vie privée de Mme Marshall dont on ne voulait pas qu'ils soient portés à la connaissance du public, ou des gens associés à l'enquête
ou à ce dossier. Dans la chronologie judiciaire d'un dossier, il y a d'abord l'arrivée des officiers de police judiciaire sur place, donc gendarmes ou policiers, qui aussitôt avisent le procureur vient ou ne vient pas et dirige les opérations. Donc c'est vrai que c'est cette phase-là que nous, on n'arrive pas à maîtriser en tant que juge d'instruction, puisqu'elle ne dépend pas de nous. Nous, on n'arrive qu'une fois qu'on a été saisi par le procureur et on reprend les éléments qu'on nous donne. Nous sommes dans le cadre manifestement et à mon sens d'une gravissime irrégularité de procédure. Après le procès, j'ai porté plainte. Et ma plainte a été rejetée. Et pendant le procès? Mais même si j'avais soulevé pendant le procès, elle aurait été rejetée de la même manière. Ce n'est pas le tribunal qui allait la cour qui allait juger de cela. Ça allait être renvoyé à l'instruction. Or, le juge d'instruction a rejeté cette plainte en disant le code prévoit la destruction de documents et les photos ne sont pas des documents. Ce qui nous a paru complètement incroyable dans cette enquête, c'est que, ça on l'a vu au procès, on n'a jamais retrouvé l'arme du crime. Alors lorsqu'on a interrogé le capitaine de gendarmerie qui a mené l'enquête, il a désigné parmi donc, les pièces à conviction qui étaient sous le nez des jurés, une cisaille de jardinier, c'est-à-dire un ciseau énorme qui fait au moins 50 cm avec des lames larges de 5 cm. Et à la grande stupéfaction de tous les participants au procès, lorsqu'on a posé la question au médecin légiste, il a dit que les blessures retrouvées sur le corps de Mme Marchal ont été faites par un couteau, ou en tout cas un instrument effilé des deux côtés, ce qui n'était pas le cas des cisailles, et pointu, ce qui n'était pas le cas des cisailles, et large d'1 cm à 2 cm au maximum. Donc il y avait une impossibilité totale que le meurtrier soit servi des cisailles de jardinier. Mais pourquoi les gendarmes ont eu tendance à désigner ces cisailles comme l'arme du crime? Parce que c'était l'outil dont se servait Omar Haddad régulièrement, et qui se trouvait dans un petit local juste à côté de la soufflerie. Et donc c'était plus commode. Ça donne un peu une idée de la manière dont